Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez fait HEC, ce qui dans votre cas pourrait signifier hautes études de cuisine. Avec vous, nous allons préparer un Noël sous des étoiles, 3 exactement. L'amoureux de la vigne que vous êtes n'a jamais travaillé en vain. Nous allons le démontrer. Bonjour Jean-André Charial. Alors on se retrouve aujourd'hui, on a célébré voici quelques jours vos 4 fois 20 ans, ou 20 ans et 4 fois plutôt qu'une, on va en parler. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés, vous le savez. Et j'ai trouvé des dates clés de votre parcours, et pas seulement de votre parcours, pour évoquer Lousteau de Beaumanière et tout ce que vous avez fait. Alors, 15 février 1958, c'est la première télé non pas de Jean-André Charial, mais de Raymond Thuillier. Ce jour-là, on le voit au port de Marseille, il y a une arrivée de barriques de vin d'Arbois sur le port de Marseille qui sont débarqués du paquebot La Bourdonnais, qui ont voyagé dans les îles lointaines et s'est fêté à Beaumanière. J'étais pas là, bien sûr, en 58, j'avais 13 ans. Mais c'est drôle parce que c'est la première fois qu'on parle de cet événement, de cette anecdote. J'en ai jamais entendu parler. Voilà. Et vraiment, alors on évoque la capitale des vins du Jura, bien sûr, Arbois. Il y a des invités, il y a autour de la piscine de Beaumanière. Il y a Alain Bombard, qui a été navigateur solitaire. Il venait souvent à Beaumanière. Qui était un médecin au départ, qui a réussi une traversée en solitaire de l'océan Atlantique. Et puis, il y a quelqu'un dans le film que j'ai vu à la télévision qui parle beaucoup avec votre grand-père, c'est celui-ci. Je pense que quand on pense Japon, on pense tempura, qui est une friture, ou sukiyaki, Raymond Oliver. qui est une cuisson. Raymond Oliver, qui était apparemment très très ami avec votre grand-père Raymond Thuillier. Ça, je me souviens, oui. Et c'est vrai que Raymond Oliver a animé la première émission de télévision, Art et magie de la cuisine. Et je ne sais pas si vous le savez, mais quand l'émission était terminée, qui était en direct le lundi soir, toute l'équipe se précipitait et mangeait ce qu'il y avait sur la table. Oui, ça ne m'étonne pas. Non, c'est le premier qui a su faire passer l'amour de la cuisine comme ça par les ondes. Exactement. Alors Raymond Thuillier, au départ, votre grand-père... C'est mon grand-père, c'est le père de ma mère. Exactement. Il est né à Chambéry et je crois que sa mère a eu droit à une concession d'une petite gare à Privas parce qu'il fallait bien élever son fils et que son père était mort. Oui, en fait, oui, c'est ça. Son père était cheminot. C'était les cheminots, vous savez, qui mettaient le charbon dans les locomotives, qu'ils avaient chaud devant et froid derrière. Oui. En général, ils ne dépassaient pas 40 ans. Et en tant qu'employé du PLM, veuve d'un employé du PLM, on m'a donné à mon arrière-grand-mère la concession du buffet de la gare de Privas. Il y avait à l'époque des trains, il n'y a plus de trains maintenant en Ardèche, mais à l'époque il y en avait, et donc mon grand-père a vu sa mère faire la cuisine tous les jours pour les voyageurs qui descendaient et qui s'arrêtaient au buffet de la gare de Privas. Donc Raymond Thuillier, votre grand-père, a été élevé au milieu des fourneaux. Oui, il a été élevé à Privas, parce que quand sa mère s'est installé à Privas, il avait 3 ans. Et il se trouve ensuite qu'il a pris un tout autre chemin. Je crois qu'il est devenu, entre Lyon et Paris, quelqu'un d'important dans le monde des assurances. Oui, c'était le patron de la branche vie de l'Union, qui était à l'époque une compagnie importante, qui est devenue après l'UAP, puis AXA. Mais bon, il était spécialiste spécialiste, c'est pas le mot, mais le responsable de la branche vie. À l'époque, c'était difficile. Il racontait toujours qu'en 1918, aller tirer des sonnettes pour vendre de l'assurance vie, c'était pratiquement mission impossible. Personne ne savait ce que c'était. Oui. Et il est arrivé tellement bien, d'ailleurs, qu'il a gagné beaucoup d'argent. Oui, parce qu'il était à la commission, donc il gagnait plus d'argent que le président. Il vendait beaucoup. Je crois qu'il s'est offert un bateau. À Cannes, qu'il avait à Cannes, mais avec un marin. Oui. Voilà. Et il a aussi roulé en Bugatti. Oui, il en a eu plusieurs. Alors, la Bugatti, il faut savoir, à l'époque, c'était la voiture de luxe par excellence. Oui, absolument. C'est Jean Bugatti, le fils de Hétor le créateur, qui avait créé les Bugatti 50, 55 et 57, loués pour leur beauté, l'unité de leur ligne et l'équilibre esthétique. Oui, ma mère me disait toujours qu'elle était un peu intimidée parce que mon grand-père venait la chercher avec la Bugatti à la sortie de l'école. C'était l'équivalent aujourd'hui d'une McLaren ou quelque chose comme ça. Oui, donc ça faisait son effet. Alors, en même temps, Raymond Thuillier aimait la cuisine. Je crois qu'il dévorait, si j'ose dire, des livres de cuisine. Oui, il était surtout en tant qu'assureur, il était souvent au restaurant. Il était très ami avec Fernand Point. Oui.
Parce qu'il était basé à Lyon, mon grand-père. Hein. Donc, il avait une maison à Lyon, une maison à Érigny, qui est sur les collines lyonnaises. Hein. Et il partait de Lyon. Il était responsable de tout le Sud-Est dans un premier temps, avant d'être responsable de la France. Et il connaissait bien les restaurants. Il invitait tout le temps des agents pour les motiver. Et en même temps, il découvrait les coulisses, les cuisines. Voilà, c'est comme ça qu'il est devenu très ami avec Fernand Point à Vienne et d'autres grands cuisiniers. Voilà. Et quand je dis qu'il lisait des livres de cuisine, je crois qu'il avait lu tous les livres d'Antonin Carême, qui est le premier à avoir codifié la grande cuisine, et Auguste Escoffier, qui a, je crois, créé le métier de cuisinier. Je ne sais pas s'il a créé, mais enfin, il a écrit un livre qui fait date. Et quand on regarde les recettes, parfois on prend peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de truffes, tellement de produits onéreux aujourd'hui que ces recettes sont difficilement réalisables aujourd'hui. Et on l'appelait le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois. Absolument. Alors, il se trouve qu'un jour, votre grand-père, à 51 ans, décide de concrétiser son rêve. Oui, c'est-à-dire qu'il tombe amoureux d'un vieux mas. Je ne sais pas si c'est une vergerie, mais enfin, c'est un mas agricole. Un vieux mas du XVIIe siècle, et ils tombent amoureux, ils l'achètent en 1943, pendant la guerre. Ce mas, c'est au Beau-de-Provence. À l'époque, personne ne connaît les Beaux-de-Provence. C'est presque inaccessible. Pendant la guerre surtout, mais c'est un endroit niché au fond d'un val, le Val d'Enfer, où on dit que Dante a écrit une partie de la Divine Comédie. Et ce mas, oui, il y a peu d'habitants au Beau. Bon, les Beaux étaient très connus au Moyen-Âge, c'était la capitale de la Provence. Mais en 1900, pendant la guerre, là, effectivement, il n'y a personne. Oui, les princes des Beaux ont contrôlé une partie de la Provence pendant des décennies. On disait d'ailleurs qu'ils descendaient du roi mage Balthazar. Oui, c'est exact. C'est-à-dire que la légende veut que les rois mages suivant l'étoile se soit arrêtée, l'étoile à Césaret, qui est l'emblème du village des Beaux, et de Beaumanière d'ailleurs, se soit arrêtée juste au-dessus du village des Beaux. Et la devise, c'était au hasard Balthazar. Oui, c'était la devise qu'il y avait sur les armures de tous les chevaliers des Beaux. Voilà. Et il faut savoir aussi que le prince de Monaco est prince des Beaux. Du marquis des Beaux. Marquis des Beaux. Parce que, en fait, la famille Grimaldi a hérité en 1642 des Beaux. Oui, d'une partie. Bon, j'ai jamais su exactement la vérité. Mais bon, c'est toujours le plus jeune fils qui est marquis des Beaux. Alors, il se trouve que Raymond Thuillier, Jean-André Charial récupère ce mât et va le transformer complètement. Oui, il a décidé. Bon, il était donc assureur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jacques. Et à l'Union, il y a l'Union est nationalisée, les compagnies d'assurance. Il y a un préfet qui est nommé à la tête. Et mon grand-père il a envie de faire autre chose. Bon, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'en général, on ne commence pas une nouvelle carrière à 51 ans, quand la moyenne d'âge est de 60. Exactement. Personne ne commence une autre vie à 50 ans. Aujourd'hui, c'est plus facile, mais pas à l'époque. Exactement, et d'autant plus qu'il prend le risque de transformer complètement ce mât, de le rendre plus luxueux. Oui, il le transforme et il ouvre un restaurant, surtout, donc il habitait au-dessus, et dans la salle... qui est une salle où il y avait des moutons, des olives, enfin une salle je ne sais pas comment, parce que souvent on pose la question, c'est pas souvent, c'est tous les jours, les clients me disent qu'est-ce que c'est que cette salle, pourquoi elle est voûtée, pourquoi elle est si belle, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il y a une cheminée comme ça. Et c'est là où je regrette de ne pas avoir posé plus de questions à mon grand-père, parce que j'ai travaillé 25 ans avec lui, au quotidien, presque main dans la main, mais... Il y a des questions il me parlait beaucoup de la guerre de 14, mais il ne me parlait pas beaucoup de l'état de la maison dans laquelle il l'avait trouvé quand il l'a acheté. Voilà. Et en plus, on est en 1945, il y a encore des tickets de rationnement. Ah oui, c'est compliqué. Et il y arrive. Alors, il se met au fourneau, et je crois que les recettes de sa mère vont l'inspirer au départ, Jean-André Charial. C'est une cuisine plus lyonnaise que provençale, au départ, puisqu'il a vécu longtemps à Lyon ou en Ardèche. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'huile d'olive dans sa cuisine. En plus, on est juste après la guerre, donc après les restrictions, les gens ont envie d'abondance, de nourriture riche. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, quand c'est moi qui faisais la cuisine, il me faisait le reproche, il me disait « c'est pas assez riche ce que tu fais ».
Rajoute un peu de crème. C'est autre chose, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Il faut savoir que c'est un jeune commissaire de tourisme qui va inaugurer ce mât, et c'est Georges Pompidou. Oui, en 46. Voilà, qui à l'époque travaille plus ou moins, et toujours travaille avec le général de Gaulle, et s'apprête à prendre la direction de la banque Rothschild. Et il s'occupe du commissariat au tourisme. Oui, c'est ça. Il connaissait bien les baux parce qu'il avait été professeur à Marseille. Et donc c'est un des rares qui connaissait les baux, qui était venu se promener et qui avait hanté les ruines du château. Et donc c'est de ce moment-là est née une véritable amitié entre Georges Pompidou et Raymond Thuillier. Et Raymond Thuillier a une idée que vous avez développée, c'est-à-dire c'est prendre le temps de vivre avec un luxe, mais un luxe tout à fait presque pas commun, mais traditionnel. Oui, c'est pas ostentatoire, c'est un vrai luxe. C'est pas des paillettes. Voilà. Alors ça, c'est Raymond Thuillier, puis vous avez assuré la suite. Et une autre date est importante dans votre parcours, c'est le 4 juillet 1962. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-André Charial. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-André Charial, maître des lieux à Baumanière et pas seulement. On évoquera bien sûr votre parcours et cet anniversaire que vous avez célébré voici quelques jours. On évoquera Noël puisqu'on est à quelques jours de Noël. Et le 4 juillet 1962, j'ai vérifié, c'est le jour où vous avez eu les résultats du bac et vous devenez bachelier. C'est vrai que ça a été une chose importante dans votre parcours. J'étais jeune, c'est-à-dire que j'avais pas 17 ans. Voilà, donc j'étais content. J'étais assez bon élève en tout, j'étais pas excellent en rien. Oui. Et donc, comme je savais pas trop quoi faire, finalement, j'ai fait une préparation HEC. Oui, comme ça. Oui, parce que ça correspondait un peu à ce que à mon état d'esprit. Et j'aurais pu être médecin, à un moment j'avais pensé me diriger vers la médecine, mais finalement j'ai bien aimé être HEC. C'était des études très généralistes et une ouverture d'esprit qui me convenait bien. Pierre Lazareff, quand il parlait d'HEC, il disait « ce sont mes hautes études communales ». C'est tout à fait autre chose. Oui. Alors, Baumanière, en revanche, à cette époque-là, vous y allez, mais pour passer 15 jours en vacances à Pâques ou en septembre. Exact. Vous êtes bien renseigné. Oui, c'était mes vacances, mais depuis, en fait, quand mon grand-père a ouvert Baumanière, j'avais 6 mois. Donc j'ai l'âge de la maison, et je suis toujours venu en vacances à Baumanière, et toujours 15 jours à Pâques, 15 jours au mois de septembre, puisqu'à l'époque, on rentrait en classe le 1er octobre et pas le 1er septembre. Voilà, et donc c'était vraiment des moments à la fois où vous preniez dans les alentours, mais surtout, c'était les cuisines qui vous fascinaient. Oui, mais j'aimais bien me balader. Il y avait des écuries à l'époque et on faisait beaucoup de cheval. Il y avait les alpilles à cheval. Mais j'étais attiré fasciné par toutes les personnalités qui venaient au mot. Ah bon? Ah oui. Vous ne saviez pas toujours qui c'était? Non, mais je savais qu'un peu quand même, on en parlait, les personnels en parlaient. Voilà, c'est Michel Bouquet, enfin bon, il n'y avait que des gens très très connus à l'époque, comme maintenant d'ailleurs, mais ça me fascinait. Oui, en plus c'est Raymond Thuillier qui avait lancé l'idée que des personnalités viennent à Baumanière, ce qui était presque nouveau pour l'époque. Oui, puis il y avait moi, il y a des choses dont je me souviens très très bien quand j'étais jeune. Il y a notamment le tournage du film de Jean Cocteau, Le Testament d'Orphée, oui. Le Testament d'Orphée. Et j'ai participé à ce film parce qu'il y avait à un moment, il avait tourné dans les carrières c'était d'anciennes carrières. Oui. À l'époque, il n'y avait pas les carrières de lumière, ni cathédrale d'image, ça n'existait pas, ça s'est fait après. Et donc, il y avait des chevaux gigantesques, qui faisaient 2 mètres de haut, et avec des têtes des personnages avec des têtes de cheval noires. Et moi, j'ai fait partie d'une séquence où j'étais déguisé comme ça avec une tête de cheval sur la tête. Comment c'est venu ça? Parce que Cocteau s'était installé à Baumanière, donc il était là pendant 3 mois. Il a fait venir Picasso, Domingwin, enfin tout le monde un jour est venu. C'est les débuts de Lucien Clerc en tant que photographe aussi. Et toute cette époque-là, donc il était tous les jours avec mon grand-père. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que votre grand-père avait acheté Jean-André Charial un livre d'or où il y a les signatures les plus prestigieuses du monde. Oui, tout le monde est jour est venu à Baumanière. Je me souviens qu'il y a Humphrey Bogart, oui. Clark Gable, Guitry,
Camus, Christian Dior. Il y a même une photo, je crois, de Christian Dior, il avait fait la préface d'un livre de cuisine qu'avait fait Christian Dior. Il en reste plus que quelques exemplaires. Tout le monde se les arrache. Parce qu'il a écrit un très beau livre de cuisine, Christian Dior. Oui, on ne le sait pas souvent. Et la préface était faite par mon grand-père. Vous avez une vraie amitié entre les deux. Oui. Et puis il y a Fernandel à table avec une cigarette, je crois, une photo qui existe. Oui, Qu'est-ce que c'est que cette photo? Je sais pas, je l'ai dans les archives. C'est pour que tout le monde fumait. Hein. En même temps, Fernandel, il aimait la cuisine au beurre. Je ne sais pas si vous le savez, il a tourné ce film avec Bourvil, ce qui a été un des plus grands moments de la vie de Bourvil, car son idole, et ce pourquoi il a fait ce métier, c'est en voyant Fernandel. Ah ouais, je ne savais pas. Voilà, et donc ils ont vraiment été complices tous les deux. Et d'ailleurs, il cherchait un nom avant de prendre Bourvil, un nom qui ressemblerait à Fernandel. Ah, je ne sais pas. Alors, il y a aussi des chefs d'État qui viennent chez vous à cette époque-là. Oui, mais c'est-à-dire que, surtout quand Pompidou a été président de la République, tous les voyages officiels s'arrêtaient à Beaumanière. Après, on essayait de leur vendre des hélicoptères ou des avions à Marseille. Oui. Mais ils s'arrêtaient au bout. Et donc, le premier, c'était le voyage de la reine d'Angleterre, Élisabeth, en mai 72. Et ça, c'était une révolution, enfin, pour nous. C'est la première fois d'abord que la reine s'arrêtait dans un hôtel. D'habitude, elle descend dans ses bateaux, ses ambassades, ses châteaux, etc. Mais elle ne descend pas dans des hôtels. Elle est restée 2 nuits. Et elle a fait 2 dîners à Beaumanière. Moi, je m'en souviens très bien. Je venais d'arriver. Je suis arrivé en 69, moi. En février 69, ça fait 56 ans. Oui. Et c'était en mai 72, donc il y avait des gendarmes partout, des camions avec de l'eau minérale partout. Enfin, c'était drôle. Et donc, après ce voyage, le suivant, c'était Deng Xiaoping. Oui. C'était différent, il y avait moins de bagages. Et après, on a eu le Shah d'Iran, avec des notions d'étiquette différentes. Quand la reine d'Angleterre dit on passe à table à 8h, à 7h, à 19h55, elle quitte sa chambre. À 19h58, elle est devant le pas de la porte. Et à 20h, elle est à table. Quand le Shah d'Iran dit on passe à table à 20h, à 21h, on l'attend toujours. C'est pas tout à fait pareil. Et en plus, je crois qu'elle est revenue quelques années avant sa disparition et que vous l'avez accueillie à Beaumanière, Jean-André Charial, et qu'elle venait avec son thé et son eau chaude. Oui, elle venait. C'est pour ça que je vous parle des caisses d'eau dans les bagages. Elle venait avec son thé, oui. Avec son thé et son eau. Pourquoi? Je sais pas, moi. L'eau est importante dans la confection du thé. Hein, oui. Mais elle avait l'habitude de cette eau-là, probablement. Il fallait pas changer. Mais il y a une chose que j'ai appris, quand on rencontrait la reine, on disait « bonjour, Mam ». Tout le monde l'appelait Mam, sauf le prince Philippe, y compris ses enfants. Et quand elle vous parlait, elle vous regardait dans les yeux. Et puis, vous n'aviez pas le droit de répondre, elle partait et on ne répondait pas à la reine. Oui, là, elle est venue et non seulement elle a dîné de soir de suite, mais en plus, elle est descendue dans la cave. On a fait une visite de la cave, ce qui était tout à fait inhabituel. Alors, vous arrivez, vous, au départ, pour la gestion. Pas question d'aller à la cuisine. Oui, au départ, j'arrive, j'essaie de faire ce qu'on m'a appris, les rudiments de ce que j'ai appris à HEC, mais en fait, ça m'intéresse pas. J'ai mis un peu d'ordre dans les affaires de mon grand-père, qui était un peu bordélique, il faut dire. Mais bon, moi, ça m'a jamais vraiment intéressé. Donc très vite, j'ai eu envie de faire la cuisine. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je savais pas quand j'avais 18 ans, mais en fait, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de créer des choses. Créer soit des plats de cuisine, soit donner de la vie, enfin créer dans le genre donner de la vie, reprendre une vieille maison abandonnée, créer un vignoble, etc. Et ça, ce côté entrepreneur qui me passionne. Et votre grand-père, vous avez repéré Raymond de Tuilier, Jean-André Charial, pour vous accepter dans la cuisine? Parce qu'il aimait tout faire tout seul. Oui, mais bon, il était content que je fasse de la cuisine. C'est à l'époque, tous les patrons des restaurants 3 étoiles en province étaient cuisiniers. Il n'y a qu'à Paris qui avait été des non-cuisiniers, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Il y avait Terrail ou La Serre, enfin, des gens comme ça, mais en province, tout le monde, tous les chefs, tous les restaurants 3 étoiles, c'était des chefs, des patrons. Et en même temps, vous avez appris votre métier, ce qui n'était pas facile avec lui. Il était très dur, oui. Bon, mais c'est peut-être pas un défaut? Non, ça m'a rendu service. Après, c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile.
C'est quand vous avez 25 ans et que vous savez rien, vous l'acceptez volontiers. Le problème, c'est que quand vous avez 45 ans, 20 ans après que vous avez commencé à apprendre un peu quelque chose, c'est plus difficile. Oui, parce qu'il a tenu à travailler jusqu'au bout. Il a travaillé jusqu'à 97 ans. C'est fou. Et enfin, je ne vous cache pas que les dernières années étaient un peu difficiles. Oui, mais il ne voulait pas lâcher le morceau, il ne voulait pas... Non. Intellectuellement, il avait décidé que c'est moi qui lui succéderais, mais viscéralement, il n'arrivait pas à lâcher. Mais en même temps, c'est peut-être ce qui lui a permis de vivre aussi vieux. Oui, probablement. Bon, il était de bonne constitution. Puis, les gens qui avaient fait la guerre de 14, ils avaient passé 2 ou 3 ans dans les tranchées, ils avaient peur de rien. Exactement. Et puis, finalement, il a ouvert une voie que personne n'avait ouverte et que vous avez développée. C'est-à-dire qu'avant la guerre, il y avait les relais châteaux n'existaient pas. Hein. Il y avait des restaurants au bord de la route. Il y avait mais qui n'avaient pas de chambre ou des chambres pas très confortables. Comme Dumaine à Saulieu, où moi j'ai visité les chambres de Dumaine à l'époque, c'était pas terrible. Bon, mais ou Pernampoint, et puis il y avait des hôtels qui étaient confortables dans les villes. On s'arrêtait à Dijon, à Lyon, etc. Mais il n'y avait pas, à l'écart des grands axes routiers, d'établissements qui avaient une qualité de cuisine, qualité de service, des équipements sportifs, des parcs, des jardins, enfin tout ce que fait aujourd'hui l'âme d'un relais château. Et on peut dire que c'est pas le premier dans l'histoire de la chaîne des relais châteaux, parce que la chaîne date de 54, le premier. Mais c'est dans l'esprit, c'est le premier. Eh bien, vous avez bien assuré la succession. Et j'ai une autre date importante que vous n'avez pas oubliée. C'est le 27 janvier 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-André Charial. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-André Charial. En cette période de Noël, nous allons vous fêter, mais fêter avec un peu de retard votre anniversaire. Nous évoquons votre parcours. Et dans votre parcours, il y a une date importante, le 27 janvier 2020. Ce matin-là, vous apprenez une excellente nouvelle, votre 3e étoile. Oui, enfin, je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait arriver à la... Mais oui, en fait, c'est toujours très angoissant. On est un peu comme la cérémonie des Oscars ou des Césars. C'est-à-dire qu'on est dans une salle et on attend. On ne sait pas qui va être nommé. Et bon, il y a toujours des bruits de couloir, mais moi j'ai des amis on leur avait dit que c'était sûr qu'ils l'avaient, ils s'étaient préparés, puis ils n'ont pas eu la troisième étoile. Donc on est toujours un peu, tant qu'on n'a pas été appelé sur scène pour vous féliciter d'avoir la 3e étoile, tant que c'est pas arrivé, on ne sait pas, on attend. On vous a appelé le matin, comment ça s'est passé? Non, c'est le jour même dans la salle de cérémonie où on remet les étoiles, où ça se passe. C'est exactement comme les Oscars. Vous ne saviez pas? Je savais absolument pas. Quelqu'un est venu Mais non, on est là, on est assis dans le parterre, et puis on vous dit 3e étoile, Lousteau de Beaumanière. À ce moment-là, on se lève et on va sur scène. C'est tout. C'est exactement, on ne le sait pas du tout à l'avance. Donc c'est quand même un grand moment d'émotion. Ah oui, c'est un grand moment d'émotion. Ouais. Parce qu'en plus, surtout, en fait, pour moi, c'était vraiment important, parce que la première fois 3 étoiles en 54. C'est mon grand-père qui les a eues. Alors, je crois qu'il les a eues très rapidement. Il est en 10 ans, il a eu les 3 étoiles en 10 ans. Oui, en 54. Oui. Donc ça fait 9 ans après l'ouverture. Oui. Donc c'est vite. C'est une première en 49, une deuxième en 52, une troisième en 54. Donc ça va très très vite. Il les garde jusqu'en 90. Et 90, bon, c'est la période où on commence à plus être d'accord. Je disais tout à l'heure, il a 95 ans, c'est un peu compliqué. Donc, bon, c'est l'année où Ducasse les reçoit. Et pendant 20 ans, donc on n'a plus que 2 étoiles, j'essaye de récupérer cette 3e étoile. Et j'y arrive pas. Hein. Donc, en 2015, j'embauche Glenn Villel, ça fait 10 ans maintenant. Et vous l'aviez repéré? Je l'avais pas repéré, non, du tout. Non, je cherchais quelqu'un, parce que avant le chef c'était moi, et donc je cherchais quelqu'un parce que, en fait, l'histoire, si on a 2 minutes, tout ça, ça vient du fait qu'à un moment j'avais été choisi par le conseil d'administration des Relais Châteaux pour être le futur président, pour succéder à Régis Bulot.
Et puis les choses, donc sachant ça, je m'étais dit que je pouvais plus rester dans ma cuisine et qu'il fallait que je trouve quelqu'un. Et j'avais trouvé quelqu'un qui n'a pas fait l'affaire là, et c'est donc que j'ai licencié en 2014. Et j'ai essayé de trouver quelqu'un en 2015 en 2014 pour reprendre le flambeau. Et c'est un ami qui m'a dit, tiens, j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait faire l'affaire pour toi, parce que j'ai eu beaucoup de candidats à ce moment-là, énormément. Aucun ne me convenait, et voilà, je ne trouvais pas. Et on m'a parlé de Glenn, je l'ai appelé, on a discuté, il m'a fait la cuisine, et on est tombé d'accord. C'est qu'au départ, il voulait être gendarme, et comme il était mauvais en orthographe, il n'a pas passé le concours des gendarmes, il est devenu cuisinier. Oui, c'est vrai. C'est étonnant. Il est dyslexique, il est vraiment pas bon en orthographe. Alors, c'est vrai que pendant des années, vous étiez là midi et soir à la cuisine, ce qui est quand même pas simple quand on gère une entreprise comme celle-là. Oui, mais je suis toujours midi et soir, hein, même si c'est plus moi qui fais la cuisine maintenant, c'est Glenn. Je reste quand même dans la cuisine midi et soir, je fais tous les services. Alors, Jean-André Charrière, ce qui compte aussi, c'est que depuis votre grand-père, la cuisine a évolué, il y a moins de sauce. Je crois que vous avez inventé des centaines de plats, dont les raviolis aux truffes. Il y a eu une évolution dans la cuisine et vous avez suivi l'air du temps. Ben forcément, on mange pas, je veux dire, en 2020 comme on mange en 1950, c'est sûr. Hein. Donc, moi, j'avais fait une cuisine qui était beaucoup plus ancrée dans le terroir provençal, avec plus d'huile d'olive et moins de crème. Et plus légère, plus digeste. J'ai été le premier à faire, dans la restauration française, à faire un menu uniquement de légumes. Oui. Qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, j'ai fait ce premier menu en 87, donc il y a 38 ans. Et personne ne faisait ça. Je l'ai fait avant Passard, avant Ducasse, avant tous ces chefs qui ont fait leur renommée avec des légumes. Et donc, depuis 38 ans, il y a toujours eu, midi et soir, en été comme hiver, un menu uniquement de légumes à Baumanière. Et comment est venue l'idée ? L'idée, c'est venu à la suite d'un voyage que j'avais fait en Inde, avec Trois Gros et un certain nombre d'autres chefs, pour donner des conseils aux chefs indiens sur une espèce de nouvelle cuisine indienne. Et c'est la première fois de ma vie, j'avais mangé des repas entiers sans poisson ni viande. Et ça m'avait fait un choc. J'avais déjà un beau jardin potager. Et puis, j'avais quelques clients comme Linda McCartney, la femme de Paul, qui était végétarienne et qui venait assez souvent et qui me disait « Jean-André, vous pouvez pas me faire la cuisine sans viande, sans poisson, faites-moi une salade de langoustine sans langoustine, etc. » Mais on faisait toujours... C'était une cuisine qui n'était pas réfléchie en tant que telle. C'est-à-dire qu'on enlevait... C'était toujours une cuisine sans quelque chose, sans viande, mais on enlevait... C'était pas réfléchi. Donc à partir de 87, là, je lui ai dit, c'est ça que la conjonction de ces éléments, le fait que j'avais un super potager, des légumes exceptionnels, l'envie de faire un menu sans viande et sans poisson. Et ça, au début, j'ai eu un peu de mal. Hein, je veux dire, j'ai pas eu trop de succès, pour vous dire la vérité. Maintenant, c'est formidable. Hein. Oui. Mais à l'époque, on vous a montré du doigt en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Oui, il m'a dit « Il est fou, ce mec, mais... » Bon, moi, j'ai eu l'habitude, on m'a fait la même chose quand j'ai fait de la culture en biodynamie aussi, on m'a dit que j'étais cinglé. Bon, mais c'est pas grave. Ça aussi, parce que vous avez inventé, vous êtes le pionnier de la culture biodynamie dans le vin, Jean-André Charrière. Non, je suis pas l'inventeur, c'est le premier. Pionnier. Oui, je suis pas un des pionniers. Le pionnier, c'est en Touraine, enfin, la Savonnière. Mais en Provence, j'étais un des premiers, oui, c'est sûr. Et on m'a considéré que j'étais le chef d'une secte. Alors, au départ, vous aviez envie de faire du vin, mais pas du vin comme les autres. Oui, j'avais envie de faire un vin différent. Et puis, la biodynamie, ça me parle. Donc, la première fois que Jacques Puiset m'en parle, ça a un écho en moi, ça veut dire quelque chose. Et voilà, donc j'ai fait tout de suite, quand j'ai fait mes premières plantations de Château Romanov, c'est en 87, donc il y a maintenant aussi 38 ans, j'ai tout de suite fait de la culture comme ça. Et qu'est-ce que c'est la culture biodynamique, pour celles et ceux qui ne le savent pas? C'est une culture sans engrais chimiques, et l'idée c'est que la plante aille chercher profondément dans le sol, soit l'expression du sol et du sous-sol, et non pas l'expression des engrais qu'on aurait pu mettre en surface. Et donc, il y a un calendrier qui s'appelle le calendrier de Maria Thun,
vous donne les jours qui sont les... Vous pouvez faire certaines préparations, les jours feuilles, les jours fruits, etc. Et bon, c'est une culture dont le but, c'est que le raisin, le produit de la vigne, soit l'expression du terroir. C'est pas simple à mettre en place. Non, c'est un peu plus compliqué, mais ça marche très bien. Et je crois que votre vin s'appelle l'Affectif et que vous le devez à Georges Wolinski. Oui, alors mon premier vin que j'ai fait, c'était le Château Romanin. J'en suis parti en 2001. Je crois que le Château Romanin, c'est des cas, vous avez été repéré par un monsieur qui avait un pendule. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'était ? C'est-à-dire que quand je voulais faire du vin et un jour j'ai un client à qui j'avais conseillé d'acheter un domaine qui était le Château Romanin. M'a dit, revenait tout le temps me voir, il habitait Ville d'Avray, c'était un monsieur qui avait gagné beaucoup d'argent à la bourse, et il s'appelait Jean-Pierre Perrault. Et il venait tout le temps me voir en me disant, grâce à vous, ma vie a changé, ça change de Ville d'Avray, le climat, la lumière, etc., c'est formidable. Et il a appris que je voulais faire du vin. Et il me dit, pourquoi vous faites pas du vin sur les terres de Romanin? Mais je lui dis, parce que j'ai pas d'argent. Moi, je suis un salarié de mon grand-père et j'ai pas de quoi investir dans une propriété viticole. Il me dit, mais c'est pas grave. Moi, je paye, vous faites, et puis on va avancer comme ça ensemble. Et effectivement, il m'a fait une confiance extrême. J'ai fait des chèques sur son carnet de chèques et on a bâti un beau vignoble en Provence. Il y a 60 hectares maintenant, une cave magnifique, qui était construite justement par un architecte. J'avais rencontré dans les Baux parce qu'il me parlait des temples du soleil, enfin des restes d'une civilisation pré-romaine, pré-phénicienne. Et donc il était avec son pendule et je lui avais demandé, je savais pas, il y a quelques pans de mur d'un château à Romanin, je savais pas où construire la cave, si c'était à droite du château, à gauche du château, en dessous du château, etc. J'avais donné des coups de bulldozer, j'avais jamais rien trouvé. Il était avec son pendule et il sentait, là, il m'a dit, Jean-André, vous sentez pas, là, les forces, elles sont là. C'est là où j'ai construit la cave. Et ensuite, donc, il y a eu l'Affectif. Donc, c'est Wolinski qui a trouvé le nom. Alors, l'Affectif, je suis parti de Romanin, donc, en 2001. Et à l'époque, j'étais président du syndicat des vignerons des Baux. Et j'ai convoqué tout le monde en disant, vous n'avez plus de président, le président, il n'a plus de vignoble. Donc, il y a un des membres du syndicat qui m'a dit, viens chez moi, fais le vin que tu veux. Voilà. Je te donne un administrateur et tu fais du vin. Donc j'ai continué à faire du vin, cette propriété qui s'appelle le domaine de Lausière, et très différent du vin qui était fait par le vigneron qui était propriétaire du domaine. Et donc ce vin, il n'avait pas de nom. Il était différent de celui du domaine de Lausière. Et un jour, c'est Wolinski qui je voyais souvent, parce qu'il y a un moment, il avait une maison à Gordes. Et il venait souvent me voir et on discutait ensemble, on parlait de la Tunisie, parce que j'avais fait mon service militaire dans la coopération en Tunisie. Lui, c'était un juif tunisien, ça lui faisait plaisir de parler de la Tunisie. Et un jour, donc il vient, il me dit, Raffarin, il carbure à l'Affectif. Et quand il me dit ça, ça fait... J'ai dit, moi je carbure au rouge, et c'est ma façon de fonctionner aussi un peu dans les affaires. Donc j'ai trouvé le nom, j'ai déposé. Et Raffarin est venu quelque temps après à Beaumanière et je lui ai dit que je le remercie, que je lui dis que indirectement c'est grâce à lui que j'ai trouvé le nom de mon vin. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Je marcherai à l'Affectif. Et si vous lisez ce livre, les 3 premières pages, vous verrez qu'il a trouvé le titre. Il dit qu'il a trouvé le titre de son livre après une conversation avec moi sur la terrasse de Beaumanière. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et puis, parmi les personnalités qui sont venues et dont l'une a même préfacé votre menu, c'est Frédéric Dard. Ah oui, il venait souvent, lui. Oui, j'aimais beaucoup Frédéric Dard. Et si j'ai un peu de temps, je peux vous raconter une petite histoire. Oui. Il y avait un jour organisé par le Figaro, vous devez savoir ça, un concours comme un professionnel et un amateur, et un par région. Donc il y avait une dame de Marseille qui concourait pour ce concours, qui était coachée par moi. Il y avait quelqu'un qui était coaché par Michel Troisgros, l'autre par... etc., que des chefs connus. Et ce concours avait lieu au Sofitel de Lyon. Et je sors de la cuisine, là, et je tombe sur Frédéric Dard. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, etc. Et il me dit, j'ai mon tailleur qui est là, et donc je viens me faire mes costumes. Je dis, viens avec moi.
tu dois connaître tout le monde. Et ils connaissaient personne, aucun des chefs. J'étais étonné parce que la plupart de mes clients, le jour ils sont à Beaumanière, le lendemain ils sont chez Berger à Mougins, etc. Ou chez Trois-Gros, ou chez Bocuse. Ils connaissaient personne. Et il m'a dit un truc qui m'a vraiment étonné. Il m'a dit, moi, quand j'aime un endroit, je cherche pas à aller à un autre. J'aime Beaumanière, je vais à Beaumanière. Si j'ai 3 jours de vacances, je vais à Beaumanière, j'emporte ma machine à écrire, je peux travailler éventuellement, mais je cherche pas autre chose, ça me convient parfaitement. Et c'est une époque où tout le monde zappe, essaye des trucs nouveaux, des voitures nouvelles, des machins nouveaux. Lui, il était très très fidèle. Et on avait fait les fiançailles de sa fille, enfin, bon. Il venait souvent, c'était un passionné de Yquem, il buvait du château Yquem tous les jours. Voilà. Nous, on va continuer à voir vos paroles uniquement à travers la date du 7 juillet 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-André Charial. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-André Charial. Nous parlons depuis le début de vos débuts à Beaumanière, tout ce que vous avez fait, les personnalités que vous avez reçues. Et puis, le 7 juillet 2025, il y a un déjeuner sur l'herbe qui n'a rien à voir avec celui de Manet. Manet, d'ailleurs, qui avait fait ce déjeuner, ce tableau qui a été interdit au Salon de peinture et de sculpture de 1863, ce qui a posé un problème. Mais vous, il n'y avait pas de problème parce que ce déjeuner, c'était pour vos 4 fois 20 ans, ou plutôt 20 ans et 4 fois plutôt qu'une. Oui, on a fêté, plutôt que mes 80 ans personnels, on a fêté les 80 ans de Beaumanière. C'était plus important. Et donc, j'ai fait 2 choses. D'abord, j'ai fait un déjeuner, effectivement, sur l'herbe à la Cabre d'Or. Parce que les gens viennent à Beaumanière et ils ne savent pas forcément qu'il y a un autre restaurant qui s'appelle la Cabre d'Or, avec des jardins, avec des serres, avec des jardins magnifiques. Et donc, un premier repas à midi, un apéritif l'après-midi dans les potagers, justement, avec un violoncelliste. Et puis après, la présentation d'un film que j'avais fait réaliser sur l'histoire de la maison. Un petit discours de ma part. Et dans les carrières, trompettiste de Lenny Kravitz, magnifique. Et puis après, tout le monde s'est dirigé vers Lousteau, où là, il y avait encore un spectacle de drones, etc., et un dîner important. Il y avait plus de 200 personnes. J'avais invité beaucoup de chefs, surtout des chefs. Alors, je n'ai pas invité de clients, parce que si j'en invite un, je vais en fâcher un autre. Donc, il y avait pratiquement que des chefs avec leurs épouses et des gens qui nous ont aidés quotidiennement à Beaumanière, des fournisseurs, etc. Oui, parce qu'il y a une fraternité dans la cuisine qui n'existe peut-être pas dans d'autres métiers. Oui, très forte, c'est vrai. Elle existe et on a passé un moment extraordinaire. En plus, le personnel m'a fait, avec Geneviève, mon épouse, un hommage. Il m'avait fait un petit film, j'étais pas au courant, c'était extraordinaire. Alors, justement, 80 ans ou 4 fois 20 ans, il n'est pas question pour vous, Jean-André Charial, de prendre votre retraite. Non, je n'ai pas envie. Voilà. Les copains me disent toujours, pourquoi tu ne prends pas ta retraite, etc. Je dis, j'aime bien travailler, moi, ça me plaît de faire ça tous les jours, tous les soirs, d'être en contact avec mes clients. Maintenant, même si je fais plus la cuisine, c'est moi qui annonce et envoie les plats, donc c'est pas de la cuisine, mais c'est la gestion du temps, enfin, donne le rythme du service. Et après, je sais ce que chaque personne a mangé quand je fais le tour de salle, et j'aime parler. Alors Glenn parle plus technique de cuisine, moi, les gens me posent des questions sur l'historique de la maison, sur le fait qu'ils ont bien mangé la veille à la Cabre d'Or, sur les compliments sur le service, sur la gentillesse du personnel, sur la beauté du lieu, etc. Oui, avec une caractéristique aussi qui a évolué. Il fut un temps où on venait en costume cravate, en robe. Là, c'est beaucoup plus décontracté. Oui, les temps ont changé. Les temps, en matière d'habillement, les temps ont terriblement changé. C'est-à-dire que plus personne ne s'habille. C'est comme à l'opéra, ou au théâtre, personne ne s'habille. Donc, parfois, c'est limite. Oui, bon, c'est-à-dire on peut avoir arriver des gens en short et en tongs, on est obligé. Là, vous dites quand même un petit mot, non? Oui, on leur dit d'aller s'habiller. Exactement. Alors, il se trouve qu'il y a eu des grands moments dans l'histoire de Beaumanière, et moi, je me souviens du mariage de Jean Reno avec Sophia, qui a été aussi un événement, mais extraordinaire, Jean-André Charial. Oui, parce qu'ils avaient invité beaucoup de gens connus, tous leurs copains, et ils étaient 200 aussi. Là,
il avait couvert la piscine pour faire des spectacles, ce que j'ai pas fait. Mais il y avait, moi je me souviens, il y avait Laurent Gérard et Charles Aznavour qui chantaient en même temps. C'était extraordinaire. Il y avait Muriel Robin. Enfin, il y avait beaucoup de monde, surtout que des gens connus. Quoi. Je vais pas les citer tous, mais c'était un bel événement. Et Jean Reno a donc longtemps vécu juste à côté des Hauts-de-Provence. Maintenant, il est aux États-Unis. Non, il vit toujours. Enfin, il a toujours une maison au Bourg. Oui, Hein. oui, il mais vient toujours l'été et à Noël. Voilà. Et en même temps, il y a un problème avec Jean Reno, quand il vous serre la main ou quand il vous serre dans ses bras, il est tellement fort qu'on a l'impression qu'il va vous broyer. Oui, c'est vrai. Alors, il se trouve aussi que parmi les chefs, il y avait des anciens mais des jeunes, car le problème, c'est aussi la relève, Jean-André Chariel. Parmi les invités. Oui. Oui, j'avais invité pratiquement tous les 3 étoiles. Bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir parce que toujours ils ont des calendriers très chargés, mais il y avait tout le beau monde. Enfin, voilà. Non, mais en même temps, vous êtes là, il y a la transmission qui doit se passer. La cuisine a évolué, même depuis votre arrivée à Beaumanière. Ah oui, mais la cuisine a changé. La cuisine que fait Glenn n'avait rien à voir avec celle que je faisais moi. C'est-à-dire c'est très différent, c'est un autre univers, c'est des menus, c'est plus la carte, c'est des précisions dans les cuissons qu'il n'y avait pas à l'époque. C'est pas le même style de cuisine, c'est pas que c'était pas bon ou que c'est meilleur maintenant, c'est différent. C'est différent. C'est différent, c'est un loup en croûte qu'on faisait comme Paul Bocuse, mais différent. Bon, si vous laissez dans la pâte feuilletée cuire 5 minutes de plus, ça change pas le goût. Si vous faites un rouget comme on fait maintenant, on est à 30 secondes près, même à 10 secondes près. Donc c'est pas du tout la même façon de faire la cuisine. Et à côté de ça, bon, vous avez fait une boutique, vous avez fait des chocolats, vous avez fait du vin, car il y a toujours quelque chose de nouveau. Ben oui, c'est le principe de l'homme qui a envie d'entreprendre. Oui. Oui, donc il y a toujours quelque chose de nouveau à Beaumanière. Chaque année, bon, je fais beaucoup d'investissements. J'ai fait encore un nouveau jardin potager, là j'en suis à mon 3e. J'ai fait une nouvelle entrée. J'ai planté des arbres truffiers, même si il faut attendre un peu pour voir les résultats. J'ai agrandi beaucoup la surface des potagers. J'ai transformé la maison de mon grand-père en une maison de famille, en faisant 6 chambres dedans. Enfin, chaque année, je fais des travaux. Et est-ce que c'est là le secret de votre éternelle jeunesse? Peut-être. Parce que vous travaillez 6 jours sur 7. J'ai travaillé pendant 50 ans, 7 jours sur 7. Oui. Sans que ça me pose vraiment de problème. Maintenant, on ferme 2 jours par semaine, donc mercredi et jeudi, puisque le Cabre d'Or, l'autre restaurant est fermé le lundi, mardi, et pour qu'il y en ait toujours un des 2 qui soit ouvert. Voilà, donc quand on est fermé, je vais pas au restaurant faire le passe, bien sûr, mais je travaille dans mon bureau, où je m'occupe du vin, où je m'occupe d'autres choses, mais je travaille toujours. Et en même temps, toujours avec de nouvelles idées, de nouveaux projets. Oui, mais c'est ça le secret de la jeunesse. Alors, il y a, bien sûr, on est à quelques jours de Noël, donc Noël en Provence, c'est quelque chose de traditionnel et d'important. Oui, c'est très important. Il y a une vraie tradition de Noël, qui est en train de disparaître. Tout à l'heure, on parlait de Madame Pompidou, et ça m'a fait penser à quelque chose qu'elle m'a dit juste avant de mourir. Je l'avais au téléphone, elle venait très souvent. Elle me dit, Jean-André, vous n'avez pas remarqué, maintenant qu'on dit joyeuse fête, on dit plus joyeux Noël. Donc c'est vrai que le sentiment religieux, c'est une banalité, a disparu ou a diminué, que les gens vont moins à la messe. Mais la messe de minuit avait été particulière au Beau, elle avait un succès mondial. Il y avait une procession, donc des bergers amenaient en offrande leurs moutons. Et c'était une messe pastorale, les gens faisaient la queue parce que l'église est petite, donc ils restaient dehors dans le froid, le Mistral, pour assister à cette messe. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent, vous pouvez pas me réserver comme ils réserveraient de place à l'Olympia, vous pouvez pas me réserver de place à l'église pour... Bon, les temps ont changé, vraiment. Oui, mais c'est attristant tout ça. Oui, c'est très attristant, oui. Alors il reste quand même une chose, ce sont les musiques des Noëls de Provence. Car les musiques, on les chante toujours en Provence, on les entend dans les églises et même dans les familles. Oui, on les entend toujours. Alors, il y a une tradition, il y avait une tradition provençale du dîner qui était ce qu'on appelait le gros souper, qui était maigre. C'est-à-dire que on mangeait peu et des choses maigres. Avant la messe de minuit, on allait à la messe de minuit
à minuit. Et au retour de la messe, on festoyait. Voilà, bon, ça a changé. Ça n'existe pratiquement plus. Et la nappe avec les 3 nappes blanches l'une sur l'autre, là, pour les 3. Il y avait les 13 desserts aussi. Il y a les 13 desserts, qui continuent un peu aussi, ça. Les 13 desserts, c'était surtout ce qu'on appelait les mendiants, c'est-à-dire les noisettes, les noix, les amandes, et puis il y avait les calissons, il y avait la pompe, c'est une brioche avec de l'huile d'olive, il y avait nougat blanc, nougat noir, voilà, tout ça composait les 13 desserts. On se les transmet plus en famille? Je sais pas, je peux pas, je suis pas compétent pour qualifier, pour le dire, je sais pas. Et quand on voit aujourd'hui les santons de Provence, même ailleurs qu'en Provence, ça reste une tradition de Noël, Jean-André Charial. Oui, ça, les santons, oui. Il y avait un santonnier au bout, malheureusement, il a disparu. Mais il y a encore à Marseille des santonniers extraordinaires. Oui, et c'est en 1803, il y a un certain Jean-Louis Lagnel, qui était un sculpteur marseillais, qui a perfectionné la fabrication des santons en utilisant du plâtre. Et c'est comme ça que les santons sont devenus un objet beaucoup plus courant dans toute la France. Oui. Mais ça, c'est pareil. C'est pour qu'il y a 100 ans, ça veut dire qu'il y a des crèches. Oui. Voilà, s'il n'y a plus de crèches, il n'y a plus besoin de 100 ans. Et Noël à Beaumanière, ça se passe comment? C'est joyeux. C'est joyeux. Les gens, il y en a qui mangent relativement tôt parce qu'il faut avoir de la place dans l'église pour la messe de minuit. Il faut partir à 10h30. Donc on fait un service assez tôt et puis un service un peu plus tard. Et non, c'est joyeux. Les gens sont là quand même pour faire la fête. Et puis le village est quand même un village de tradition. Il y a la cathédrale des Baux où les traditions et celles de Noël sont respectées encore. Ah oui, absolument. Oui. C'est sûr, ça. Mais il y a moins de monde. Et en plus, il y a eu ces messes avec des offrandes pastorales. Là. Il y en a plusieurs autres qui se sont constituées dans la région. Donc, avant, il y avait que les Baux. Les gens menaient à pied de loin. Là, maintenant, ils ont le choix. Il y a 3, 4, 5 messes dans le coin. Mais en même temps, vous maintenez la tradition et vous maintenez votre équipe. Et puis les gens qui viennent, il y a beaucoup de jeunes qui viennent aujourd'hui. Oui, énormément. Les parents ont envoyé leurs enfants, la tradition est poursuivie. Il y a beaucoup, oui. Et puis il y a beaucoup de gens qui, maintenant, suivent Glenn Miel à Top Chef. Et ils ont envie de venir le voir, faire une photo avec lui. Et c'est sûr que ça change aussi un peu le type de clientèle. C'est-à-dire que les 3 étoiles et Top Chef vous ont amené une nouvelle clientèle. Oui, c'est vrai. C'est assez surprenant. Il est très jeune d'ailleurs. Je suis très étonné parce que c'est beaucoup plus cher que la Cabourg d'Or, que d'autres restaurants, et c'est beaucoup plus jeune. Et qui ont le goût de leurs parents, qui savent exactement reconnaître les goûts. Oui, c'est des gens qui ont envie de vivre une expérience. Donc ils sont là pour 3 heures à table et ils se laissent guider et ils sont contents, ils ont les yeux qui brillent. Et quand vous analysez tout ce qui s'est passé depuis votre arrivée, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous imaginez un tel destin, une telle aventure, Jean-André Charial? Non, absolument pas. Absolument pas. Je ne pouvais pas imaginer ça. Je pensais, ça fait 56 ans que je suis là. Tous les jours, je ne peux pas imaginer ce qui allait se passer. La perte de la 3e étoile, la reconquête de la 3e étoile, l'arrivée de Glenn. Et c'est sûr que Glenn a été important dans le nouveau Beaumanière. Et l'avenir? L'avenir, on verra. Vous continuez, vous avez toujours de nouvelles envies? Oui, je continue. Tant que je peux travailler, je travaille. J'aime ça, donc voilà, moi je suis un passionné. J'ai envie de créer toujours de nouvelles choses. Voilà, j'ai plus toujours des idées. Et votre programme pour Noël? J'ai travaillé. Le 24, on est au travail. Le 25 aussi. Voilà. J'ai toujours travaillé les 24 et les 25, comme les 31 et les 1er d'ailleurs. Vous êtes à la fête en permanence pour la fête des autres? Absolument. Eh bien, écoutez, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que ça continue le plus longtemps possible. Merci, que de plus en plus des gens découvrent les Baux-de-Provence et Beaumanière, et du monde entier en plus, car les gens du monde entier viennent. Et puis, il me reste à vous souhaiter, au nom de Sud Radio et pour celles et ceux qui nous écoutent, un très joyeux Noël. Merci beaucoup. Merci Jean-André Charial, et puis joyeux Noël et à très bientôt pour d'autres aventures, j'en suis certain. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio et joyeux Noël.